Bonjour à tous, donc je me présente, Joanne Lazage, je suis conservatrice au château depuis presque 3 ans et j'ai la chance, le grand plaisir de pouvoir proposer cette table ronde aujourd'hui. Je dois dire que je suis vraiment très heureuse et en plus dans la salle des colonnes c'est un vrai prestige. Et je remercie déjà les 3 personnes autour de moi que je présenterai successivement qui ont bien voulu répondre à cet appel, un peu à brûle-pourpoint et puis un peu, pas en dernière minute, mais quand même, voilà. Donc je suis très contente qu'on ait pu monter ça. On était parti au départ sur la possibilité de voir un graffeur venir à Fontainebleau et puis finalement c'est devenu une table ronde sur les graffitis. Donc comme quoi on n'est pas du tout sur ce que l'on avait prévu. Donc, je vais faire une toute petite introduction. Alors, je cherche juste mes petites images. Une petite introduction, puisqu'en fait, je ne ferai que laisser parler les sachants qui sont autour de moi, et je ne ferai que essayer de résumer en 3 mots ce qu'ils sont, de les arrêter quand ils parlent trop, et puis de les remercier à la fin en proposant vos questions. Alors, donc les graffitis, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser aux graffitis? Alors en fait, je travaille au château de Fontainebleau depuis 3 ans, mais j'ai le malheur de venir d'une autre école d'histoire de l'art, puisqu'au départ, je suis spécialiste de patrimoine industriel. Donc je pense que c'est un peu la rencontre de 2 mondes bizarres. Et donc cette rencontre a fait que dès que je me suis promenée dans le château, eh bien, la première chose qui m'est apparue, ce sont toutes ces inscriptions qu'on a sur les murs. Alors vous avez 2 exemples, c'est-à-dire que tout le monde connaît au château de Fontainebleau les portraits de François Ier et d'Henri IV, mais on a aussi Staline dans les combles. Et on a aussi Marcel Cerdan, on a aussi un champion d'automobile dont j'ai mangé le nom. Et puis on a aussi un vas-y fainéant en bosse. J'aime beaucoup aussi celui-là, sachant qu'il est associé à un fameux jeune homme qui s'appelle Seb, je le recherche, qui l'année 2000 a dû faire un stage et nous a posé des graffitis absolument partout dans le château. Seb 2000, il est partout. Donc un jour peut-être j'arriverai à retrouver ce fameux Seb. Il faut que j'aille dans les archives sans doute des stages, puisque je ne connais pas de Seb qui soit dans le château actuellement et qui a avoué avoir fait ça uniquement à l'été 2000, bien sûr. Pourquoi les graffitis? Les graffitis, pour moi, c'est pas du vandalisme, mais pour certains, ça l'est. Ce sont des traces patrimoniales, oui, sans doute, et des créations. Donc, c'est un peu la suite que j'ai voulu faire sur cette table ronde, en donnant la parole successivement de la trace des artistes, c'est ce dont nous parlera Jérémy, la trace mémorielle, celle qu'on essaye de conserver et comment on arrive à conserver cette mémoire, et puis la restaurer, le travail matériel sur ces inscriptions presque invisibles, et enfin l'action artistique quand le graffiti prend le dessus, si je puis dire, pour devenir une action en elle-même et une action artistique. Alors, dans le château, en fait, je voulais mettre celui-là qu'on voit très mal, mais c'est le plus ancien, 1599. Alors, j'ai pas trouvé de graffiti de personnages célèbres au château, mais un certain nombre de noms, et vous avez 1599 là sur cet élément de colonne. Allez à la chapelle Saint-Saturnin, regardez les colonnes de la chapelle Saint-Saturnin, elles sont couvertes de graffitis de toute époque jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, j'ai essayé en fait de recentrer un peu tout ce que pouvait être le graffiti dans le château, et c'est un petit peu ce dont on va parler aussi. C'est une manière de marquer son passage, une manière de marquer le temps. Vous avez ici à gauche des noms de personnes avec des dates qui sont au niveau de la galerie François Ier, qui marquent le grand séjour de Louis XIV ou les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. C'est aussi utiliser les murs. On a énormément de comptes. Par exemple, dans les combles, il y a marqué « je dois 3 chopines à un tel » ou « je dois tant d'argent », et puis tous ces comptes qui sont faits. C'est aussi beaucoup l'amour. Il y a un « Ich liebe dich » Sylvie, dans les combles. Une déclaration d'amour sans doute pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, on a aussi beaucoup de graffitis érotiques. Le Kama Sutra est à Fontainebleau dans les combles. Vous avez ici la fameuse Lulu qu'on a à plusieurs endroits dans le château, avec marqué « Entrée libre », bien sûr bien positionné, et ce petit personnage qui fait caca sous son parapluie qu'on a aussi à plusieurs endroits du château. Mais les œuvres également ont des graffitis. Vous avez ici l'Ariane, Ariane bronze du Primatis, qui est à la Galerie des Serres, où on a cette inscription un peu illisible en grec. Je n'ai pas encore réussi à savoir et à vraiment travailler dessus. On a aussi des graffitis étranges, on a aussi une croix gammée sur une des toiles du château. Alors,
Je voulais parler de l'origine du graffiti. Le graffiti apparaît par rapport à cette notion graffito. On emploie au départ le terme italien, graffito, en 1872, qui deviendra graffiti en français et qui est lié à l'épigraphie. Et progressivement, l'art va se décrocher du mur et devenir street art. Quand vraiment il est une action, il n'est plus vraiment du graffiti, il est du street art. Alors pourquoi proposer cette table ronde aujourd'hui? En fait, il s'agissait surtout d'arriver à rappeler que le graffiti est très à la mode. Nous sommes dans l'actualité. Oui, le graffiti est à la mode. Regardez le Centre des Monuments Nationaux. Ils ont une page carrément dédiée qui s'appelle « Sur les murs, histoire de graffiti ». Et cet été, chaque monument met en avant ses graffitis. Le château d'If, vous allez voir tous ces graffitis de prisonniers. Il y a aussi une action qui est faite, par exemple, où là, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que les graffitis sont lus par des graffeurs qui réagissent aux graffitis anciens. Et là, si je puis dire, la boucle est bouclée. Ces graffitis sont lus par des artistes qui s'appellent Lek et So What. Alors j'adore les noms des graffeurs parce qu'ils ont toujours des noms complètement improbables, mais qui ont un rapport particulier à cette action-là. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que cette idée d'avoir mis en avant le graffiti, c'est pour attirer un public jeune. Ça veut dire que c'est les jeunes qui ont le droit de regarder et qui vont être attirés par ceci, mais je pense que de 7 à 77 ans, on peut se repaître de tous ces graffitis. Je conclurai cette petite introduction uniquement en rappelant qu'il y a énormément de travaux qui sont faits actuellement et que le ministère de la Culture, qui a mis en place la Mission nationale pour l'art et la culture dans l'espace public, qui a rendu son rapport en 2016, prévoit des actions, puisqu'on ne parle plus de graffiti, c'est-à-dire que l'œuvre qui était sur un espace et qui après va aller en galerie, on va parler d'art urbain, puisqu'on revient à la contextualisation du graffiti qui, à nouveau, se retrouve recontextualisé. On voit par exemple les expositions, je vous encourage à aller voir à l'échelle de la ville, qui est actuellement sur les façades du ministère de la Culture. Alors on voit en haut une des premières expositions qui avait été faite sur les façades du ministère de la Culture qui s'appelait Oxymore en 2015, et il y a eu plusieurs oxymores et un certain nombre de colloques, et surtout en bas à l'échelle de la ville qui est sur le bâtiment qu'on appelle des Bons Enfants à Paris, qui est toujours visible jusqu'en 10 juin. Voilà. Et je voulais conclure par finalement cette petite action qui est dans l'actualité. Le 18 mai, on a retiré l'œuvre que vous voyez dans le fond, œuvre qui a été faite par le module de Zer. J'espère que je prononce bien ces noms qui pour moi sont très compliqués, sachant que Buren a demandé au ministère de la Culture, selon le droit moral, de retirer cette intervention considérée comme street art. Le street art et le graffiti, c'est quoi? C'est une œuvre qui se trouve à un endroit où elle ne devrait pas être, et c'est ce principe même. Et là, elle est tellement à un endroit où elle ne devait pas être qu'elle gêne carrément l'artiste, et donc l'œuvre n'est plus présente aujourd'hui. Pour conclure, avant de passer la parole à Jérémy, je voudrais juste dire qu'il y a un ouvrage qui sort, donc je sais que Stéphanie travaille entre autres dessus, chez Azan, qui s'appellera Graffiti, 50 ans de collision urbaine. Et en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette notion de collision. Je suis allée chercher dans le dictionnaire la notion de collision, et c'est parfait pour le graffiti. La collision, dans le Larousse, c'est la rencontre plus ou moins rude de deux corps en mouvement. Et en fait, c'est cela, dans le château aussi. C'est cette rencontre d'un château qui continue dans son histoire, mais qui, à un moment, est arrêté ou frappé par d'autres histoires individuelles qui se marquent sur les murs. Et puis, encore mieux, pour la chimie, la collision, c'est l'interaction entre deux ou plusieurs corps en mouvement qui produit une modification de l'état du mouvement des corps. Collision élastique ou inélastique, qui veut dire qu'elle peut être positive si cette collision se transforme en énergie. Et c'est ce que j'espère que chacun pourra montrer aujourd'hui, c'est que le graffiti nous donne une autre énergie, une autre approche de l'histoire de l'art. Donc j'ai le plaisir de passer la parole à Jérémy. Donc Jérémy Kering, qui est un peu précurseur dans l'étude des graffitis, puisqu'il a publié avec Isolde Plöder-Marer dans la Revue de l'Art un essai sur les graffitis, est apparu après le livre de Charlotte Guichard aussi, Écrire à Rome, qu'on ne peut pas ne pas citer. Mais j'ai le plaisir de recevoir Jérémy aujourd'hui, directeur adjoint du centre André Chastel, chercheur au CNRS. Alors j'ai essayé de pouvoir résumer tous les sujets de recherche de Jérémy, mais ça me paraissait tellement impossible que j'avais envie de dire que c'est foisonnement de la recherche
Mais toujours, j'ai essayé d'analyser ce que ça pouvait être, toujours dans une forme des limites d'un art qu'on connaît pourtant, qu'on a l'impression de connaître, un art entendu, mais où on recherche une forme de limite vers l'art social. Alors j'aime beaucoup la thématique, les images que l'on mange. Ça, j'espère pouvoir un jour parler des images que l'on mange. Je trouve ça extraordinaire. Il est aussi directeur de publication dans les collections Les Apparences chez Actes Sud. Et surtout, il a publié sa thèse, il a cette chance, Le Prince en représentation, et qui a reçu le prix Victor Noury en 2014 de l'Institut de France. Donc voilà, il va nous présenter, je pense, les graffitis d'artistes, ces maîtres qui se mettent à écrire sur les murs. Merci Joanne, merci d'abord de cette invitation, le plaisir que j'ai à être ici, parmi vous, dans cette salle, pour évoquer un sujet de recherche qui est maintenant, non pas très ancien, mais qui remonte à quelques années, et qui s'ancre même dans une période encore plus ancienne pour moi, puisque l'origine de cet intérêt pour les graffitis d'artistes, enfin pour les graffitis d'abord et ensuite pour les graffitis d'artistes, est liée à mon travail de thèse sur les décors du Palais ducal de Mantoue en Italie, et en particulier au regard que j'ai porté sur les grands décors peints de cette époque, de la Renaissance, et notamment ces décors réalisés par Mantegna, puisque on trouve sur ces décors la surface peinte, gravée, des noms de personnes parfois connues, très souvent évidemment, non pas des anonymes, puisque c'est très souvent un nom qui est gravé dans l'intonaco, dans la surface, la matière picturale, mais donc des noms qui invitaient à regarder un petit peu différemment ces décors, puisqu'ils témoignaient d'un regard de près, de très près, d'une relation, d'un contact qui est finalement pas celui auquel on est habitué, puisqu'on a généralement à l'esprit un regard à distance face à des chefs-d'œuvre comme La Chambre des époux de Mantegna. On a été habitué par la construction esthétique du XVIIIe siècle essentiellement, et au-delà, à une relation, disons, qui n'est pas celle du corps à corps. Or, dans les temps peut-être plus anciens, au XVIe, au XVIIe siècle, il était assez fréquent de se rapprocher, y compris de se rapprocher au point de laisser une trace sur les œuvres que l'on admirait. Et pas simplement sur les œuvres que l'on regardait, mais que l'on admirait. Et c'est une chose qui est tout à fait importante, je reviendrai sur ce point. Le graffiti n'est pas la marque, le signe d'un quelconque vandalisme. Le terme est d'ailleurs bien postérieur aux premières réalisations de graffiti sur des décors de ce type, mais plutôt une inscription de soi en un lieu, en un moment bien particulier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, ce graffiti, peut-être pas, parce que malheureusement, la qualité que j'ai, moi, à mon écran, et celle que vous avez sous les yeux n'est pas la même, mais vous avez ici un nom inscrit, un patronyme allemand qui est extrêmement difficile à déchiffrer, mais il y a une série de lettres qui renvoient donc à un nom et à un visiteur qui a trouvé nécessaire, important, de laisser son nom au milieu de cette relation particulière entre l'enfant et la famille des Gonzague. On trouve également à Mantoue, toujours dans cette fameuse salle des géants, quantité de graffitis. Alors pour la plupart des graffitis qui datent du XVIIIe et du XIXe siècle, et notamment au moment où ce palais réalisé par les Gonzague, pour les Gonzague, par Giulio Romano, était utilisé comme caserne, donc par des militaires, et on trouve sur les murs des noms un peu partout, sur les colonnes, sur les bases de colonnes, ou encore sur les bâtiments en cours de destruction que l'on peut observer dans cette salle si étrange. Cet usage, donc, qui a une longue histoire, puisqu'on trouve des graffitis sur les décors peints depuis le Moyen-Âge jusqu'à des époques très très récentes, et encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a des graffitis qui sont réalisés par quelques personnes, alors je ne dirais pas mal intentionnées, puisque c'est un geste finalement qui a une épaisseur, qui a une histoire, et parfois ces graffitis sont porteurs d'enjeux qui sont beaucoup plus complexes que la simple volonté d'atteinte à l'objet, de
de détruire en partie l'objet, bien évidemment. On peut l'observer en particulier lorsque l'on considère le nombre relativement important, on va dire très important, de graffitis d'artistes, donc de personnalités, mais plus spécifiquement de peintres, de sculpteurs, qui donc, ont connaissance, bien sûr, de ce qu'ils observent, qui ont a priori plutôt un grand respect pour les décors qu'ils étudient, et pour autant qui laissent leur nom et une date, bien souvent, sur les murs, parfois à même le décor peint, ou sur les éléments qui sont en bordure du décor, sur les marbres, qui servent d'écrin au décor, comme c'est le cas au Vatican, à la chambre d'Héliodore, peinte par Raphaël, et où dans cette pièce se trouve quantité de graffitis, et notamment des graffitis d'artistes, mais qui sont pour la plupart, si ce n'est en totalité, rassemblés sur un élément qui n'appartient pas directement au décor, mais qui est néanmoins présent dans la pièce, la cheminée. Là, vous avez cette cheminée en marbre, ici, et quantité de noms sont inscrits sur cette cheminée. On peut lire Bonami, Lévi, Pietro Guia, Rosa, des artistes italiens, beaucoup d'artistes français, je reviendrai sur ce point, et parmi ces noms, on trouve en particulier le nom de Poussin, ce qui n'est pas sans intérêt, évidemment. On trouve également dans les loges voisines, toujours peintes par Raphaël, d'autres artistes qui ont laissé leurs traces. Alors cette pratique-là, qui est particulièrement présente à Rome, on peut comprendre pour quelle raison, les artistes vont étudier à Rome l'art antique, bien évidemment, celui des anciens, mais aussi l'art moderne. Et Poussin vient étudier Raphaël lorsqu'il vient au Vatican. C'est là le modèle par excellence. Et quantité d'autres artistes suivent son chemin. Parmi ces artistes imités, il y a Dominicain, par exemple, à Saint-Louis-des-Français, à la chapelle Sainte-Cécile, où l'on trouve également des graffitis d'artistes avec sur la... Alors, vous n'avez pas la flèche, malheureusement. J'ai un pointeur, peut-être? Est-ce qu'il y aurait la possibilité? Non. Bon, c'est pas grave. En bord de décor, sur les marbres qui servent donc d'écrin, là encore, à ce décor peint par Dominicain, on a, dans un... Ah oui, voilà. Vous avez ici un nom, Claude Natier, donc un artiste du XVIIIe siècle, qui a laissé son nom en bordure de chapelle pour laisser une trace de ce passage, et on doit le comprendre ainsi dans un premier temps, pour indiquer qu'il a effectivement vu, et donc probablement étudié, l'œuvre de Dominicain. Cette inscription, que l'on trouve par ailleurs, ce type d'inscription qu'on trouve par ailleurs dans cette chapelle de San Gregorio al Celio, toujours à Rome, parmi lesquels le nom de Taraval, un artiste français du XVIIIe siècle. Ces artistes inscrivent leur nom pour témoigner finalement d'un passage, mais à la différence peut-être de la plupart des auteurs de graffiti qui indiquent par là leur présence en un temps donné, mais sans nécessairement rattacher cette présence à un travail, à une relation particulière qu'ils ont engagée avec le décor. Les artistes, eux, indiquent par là qu'ils ont pris connaissance en détail de l'œuvre étudiée. Et évidemment, le graffiti inscrit dans la matière picturale montre bien que cette connaissance est détaillée, jusqu'à faire une entaille dans la matière picturale. Autre cas intéressant, celui de Carpo, que l'on voit sur un parement de marbre dans la Sala Regia du Vatican toujours. Vous avez le nom ici, Carpo, donc signant avec la date 1857, au moment même où il se trouve à l'Académie de France à Rome. Vous avez, alors ce n'est pas lisible malheureusement ici, mais à la Villa Médicis, cette inscription, ce marbre qui était associé au buste de Carpo, mais qui ne l'est plus, où est indiquée la date de son séjour, 1856-1858. Donc au milieu de ce séjour, eh bien, il va au Vatican et il étudie l'art de Michel-Ange, très vraisemblablement, puisqu'on connaît surtout
Carpeaux pour cette étude, cette connaissance de la sculpture de Michel-Ange et la quantité de dessins d'après Michel-Ange, sculpteur, mais aussi peintre. Et peut-être que cette inscription qui se trouve donc dans la Sala Regia, juste à côté de la salle Paoline, la salle où se trouve le décor dédié à Saint-Paul et à Saint-Pierre par Michel-Ange, témoigne peut-être de cette connaissance, de cet intérêt pour Michel-Ange. L'inscription, donc, nous donne des indications sur cette relation que tisse l'artiste avec le modèle qu'il étudie. Il nous donne aussi une indication sur le temps du regard, cet temps offert à l'œuvre, en quelque sorte, le temps passé à observer l'œuvre dans ses moindres détails, jusqu'à donc coller son nez sur la peinture. Et on trouve donc quantité de graffitis qui nous montrent un temps, y compris d'ailleurs un temps de réalisation du graffiti qui est relativement long, parce que graver son nom dans une surface, une peinture à fresque, c'est relativement rapide, mais l'inscrire dans le marbre, c'est tout de même, ça demande un certain temps. Donc on a aussi par là un témoignage d'une présence prolongée de l'artiste dans le lieu. Parmi ces graffitis, que je laisserai de côté, mais que je me dois d'évoquer très rapidement, il y a de ces graffitis figuratifs, qui sont tout aussi intéressants, parfois même plus riches sur le plan des enjeux qui traversent ces inscriptions, puisque ici, pour la Farnésine, on voit quelqu'un, mais qui est là anonyme, il n'y a pas de nom associé à ce dessin, quelqu'un qui a pris le temps de dessiner le mercure représenté sur la voûte, en reproduisant finalement ce qu'il observe. Ce qui est intéressant, c'est que le graffiti est aussi le témoignage d'un passage de l'image dans le corps de l'artiste, en quelque sorte, qui ressurgit par cet intermédiaire-là. Les graffitis, d'artistes permettent de mieux comprendre cette relation physique que les artistes entretiennent avec les œuvres. Et je prendrai un exemple à Caprarola, donc une palais-villa du Latium, réalisé pour les Farnèses. Enrico Maccari, qui était graveur au XIXe siècle et qui a gravé quantité de grands monuments italiens et de grands décors, et notamment qui a réalisé plusieurs gravures pour un ouvrage consacré au Palazzo di Caprarola, donc ce palais, a inscrit son nom sur l'un des décors du palais, ce qui montre aussi le lien qu'il peut y avoir entre l'étude et la réalisation, ce qui va suivre l'étude, autrement dit le fruit de cette étude, par l'intermédiaire de la gravure. Et également une indication quant à cette absence de paradoxe finalement entre quelqu'un qui pourrait être considéré comme produisant un geste négatif à l'endroit du décor, et en même temps qui le documente, qui s'en fait l'historien. Mais la chose n'est pas problématique, en particulier au XIXe siècle. Il faut donc toujours avoir à l'esprit ce type de gestes pour comprendre comment on concevait les œuvres d'art à cette époque-là, et on n'était pas dans une relation peut-être excessive de patrimonialisation des objets ou de mise à distance, comme on peut la connaître aujourd'hui. Alors je ne dis pas qu'il faut, en sortant de la salle, se mettre à faire son graffiti partout, et notamment dans la galerie de Rosso, mais voilà, c'est une relation qui est quand même beaucoup plus complexe que celle que l'on peut imaginer de prime abord, si vous voulez. Alors j'évoquerai très rapidement quelques enjeux traversant cette pratique. Alors j'ai parlé de l'étude détaillée des œuvres, et on le voit avec ces graffitis sur la cheminée de la chambre d'Héliodore, mais on le voit également pour la galerie Farnèse, toujours à Rome, où quantité d'artistes ont laissé leur nom. Et cette étude, elle peut parfois être directement désignée par le graffiti même, puisque sur la voûte, on trouve ce graffiti inscrit là très clairement, mais peint, non pas incisé, où toute une série d'artistes français indiquent qu'ils ont copié la galerie des Farnèses en 1667,
copie réalisée à la demande du roi. Et c'est donc là le témoignage d'une connaissance aussi rapprochée du décor, puisque l'inscription a été réalisée sur la voûte même. Donc il a fallu monter des échafaudages pour pouvoir observer de près le décor et en réaliser la copie. Connaissance détaillée qui peut être aussi... qui peut se transformer, en particulier le cas de la Chambre des Deux-Dors est particulièrement intéressant pour ça, en lieu où une communauté d'artistes peut se former autour d'un modèle réputé excellent, donc Raphaël en l'occurrence, avec Poussin comme figure centrale peut-être sur cette cheminée de la stanza d'Héliodore. Tous les artistes français qui vont signer autour ou à côté, à proximité de Poussin, mais pas que des artistes français, mais beaucoup d'artistes français, car ils reconnaissent non seulement donc, la valeur, l'importance de Raphaël dans leur étude, dans leur cursus, ce sont pour la plupart des artistes qui viennent de l'Académie, mais également en Poussin, celui qui est le grand représentant de l'école française. Donc des constellations d'artistes se constituent de cette manière-là, et ce n'est pas simplement sa propre trace, ça l'est bien sûr, mais c'est aussi soit par rapport à d'autres, et par rapport à d'autres graffiteurs en l'occurrence. Il y a associé à cela parfois des problèmes, disons, de territoire. On peut la rejoindre des problèmes qui se sont posés au départ, je crois, du graffiti contemporain, c'est-à-dire que c'est marquer sa place dans la ville, et puis il y a quantité de graffeurs qui ont cherché à marquer un territoire par ce biais-là. À Rome, là encore, dans la Chambre des Deux-Dors, sur la cheminée, il y a ce nom d'artiste Pink, qui est un artiste polonais et qui, en 1783, inscrit son nom, mais qui se voit barré d'une croix, probablement parce qu'un artiste, on peut l'imaginer, peut-être français, probablement français, puisqu'il y a une constellation d'artistes français autour de Poussin, ne voyait pas d'un bon œil qu'un artiste polonais s'inscrive comme ça dans cette communauté qui n'était pas exactement la sienne. C'est du moins l'interprétation que l'on peut en faire. Alors j'évoquais les débordements aussi, parfois sous forme de dessins. Il y a quantité de dessins qui mériteraient d'être analysés plus avant, notamment dans la galerie Farnèse, je pense qu'il y a des projets en cours, des caricatures, donc il y a une dimension comique qui est souvent associée au graffiti, la charge qui peut être présente, alors ici, ou encore là, peut-être de manière plus visible, avec ce visage de profil très, très beau d'ailleurs, avec ce nez qui coule, trace du pinceau qui a parcouru le mur, mais aussi peut-être charge, si l'on songe ici à une dimension peut-être plus comique de la représentation. Mais il y a peut-être également un dernier enjeu que je peux évoquer aujourd'hui, faute de temps, une relation qui doit être considérée, c'est le lien que ces graffitis d'artistes peuvent entretenir avec une pratique commune à l'époque moderne, au Moyen-Âge, mais encore à l'époque moderne, qui est le graffiti de dévotion. Car on trouve quantité de graffitis de dévotion dans les églises italiennes, mais ailleurs en Europe aussi, où le dévot inscrit son nom, parfois une phrase, une prière, recommande souvent l'âme d'un défunt à la Vierge ou au Saint, donc sorte d'intercession par l'intermédiaire du graffiti. Et ces graffitis de dévotion qui étaient extrêmement présents, beaucoup plus présents peut-être qu'ils ne le sont encore aujourd'hui, puisque les restaurations des grands décors peints dans les églises ont souvent recouvert, amené à oblitérer ces inscriptions. Eh bien, ces inscriptions, elles devaient être connues nécessairement des artistes, et lorsqu'ils entreprenaient eux-mêmes de faire un graffiti à la surface d'une peinture à fresque ou dans la matière, eh bien, il devait probablement avoir à l'esprit l'analogie qui pouvait naître, en tout cas pour le regard contemporain, avec la pratique dévotionnelle. Alors serait-ce dès lors la trace d'une dévotion artistique de l'artiste, une forme de dévotion artistique qui passerait par
par l'inscription, il me semble que c'est tout à fait envisageable. Ce n'est pas simplement donner, si vous voulez, des indications sur son passage, l'étude de tel ou tel décor, mais c'est aussi indiquer plus précisément une relation particulière avec un artiste. Et je terminerai peut-être, voilà quelques détails, puisqu'il est les 20 minutes qui me sont imparties sont à peine écoulées. Je terminerai avec la question de la protection et de comment ceci a été envisagé par le passé, en évoquant simplement un exemple, celui de Mérimée, car il est bien connu, mais peut-être pas toujours réinscrit dans cette histoire-là. Prosper Mérimée, dont on sait qu'il a été l'artisan de l'histoire, la naissance de la notion de patrimoine et de la préservation des monuments historiques au milieu du XIXe siècle, eh bien, Mérimée lui-même a inscrit son nom dans la chapelle Saint-Martial, au Palais des Papes. Vous avez à droite, j'espère que vous lisez, dans une partie qui est alors peut-être pas à l'époque considérée comme fondamentale, puisque ce n'est pas dans la partie de l'histoire, là où les figures peintes sont représentées, mais dans la partie décorative, ornementale, mais néanmoins, il n'hésite pas à inscrire son nom au lieu même où Giovannetti a peint ce décor, et ce lieu précisément que Mérimée tente de préserver dans ces mêmes années, en écrivant, en dénonçant la vente à la pièce de quantité de peintures du Palais des Papes d'Avignon, découpées par les soldats corses et vendues au plus offrant. Donc on voit par ce biais que le graffiti, l'inscription du nom, n'est pas, en tout cas pour Mérimée, quelque chose qui relève du vandalisme. Ce n'est pas du tout un geste que l'on peut associer à cela, c'est bien plus complexe. Voilà, je crois qu'il faut que je cède la parole à présent, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Non, quand même pas. Bon, mais on pourra peut-être discuter de ça par la suite. C'est aussi pour laisser un peu de temps à vos questions. Oui, en effet, c'est toujours terrible d'être au cœur du sujet et de devoir dire qu'il faut conclure. En plus, je déteste cette position. Mais l'idée était là de nous montrer comment ceux qui ont presque le droit de faire des graffitis, c'est-à-dire les artistes qui ont le droit d'inscrire sur un autre travail d'artiste, peut-être les seuls qui ont le droit, ont utilisé cette pratique jusqu'à Mérimée, qui était ce grand protecteur et qui fait cet acte qu'on appelle aujourd'hui du vandalisme. Ensuite, je vais passer la parole à Mélanie Kurdi, qui, elle, va nous parler des graffitis qui ont été de graffitis très atypiques, qui ont été perdus. Il a fallu un temps pour les reconnaître, se poser la question de leur restauration, de leur devenir, et comment ils pouvaient faire sens pour nous et non pas être juste la trace d'une personne à un moment donné, mais un lieu de mémoire. Comment des éléments presque invisibles, on peut traiter de leur matérialité pour arriver à faire passer tout l'immatériel qu'ils transportent. Donc Mélanie Kurdi, qui a accepté de venir parler ici, est restauratrice formée à l'INP, et on peut dire presque qu'elle est tombée toute petite dans la marmite des graffitis, puisque c'était son diplôme pour avoir cette formation à l'INP sur les graffitis du camp de Drancy. Je n'en parlerai pas plus afin de ne pas déflorer le sujet. Mélanie est restauratrice peinture, chevalet et fresque, donc elle ne fait pas que du graffiti, mais tout type de tableau, et peut-être aussi on pourra poser la question l'idée était de poser la question de cette approche quand on travaille sur un tableau de chevalet et qu'on travaille sur un graffiti, comment réfléchit-on à sa pratique et à cette transmission. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Mélanie Kurdi et je suis restauratrice de peinture. Et je vais vous parler des restaurations, donc effectivement une restauration assez ancienne pour moi et une beaucoup plus récente dans mon actualité professionnelle. Donc il s'agit des graffitis historiques datant plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Les cas d'étude donc des graffitis de Drancy et du Mont Valérien. Donc les lieux de détention sont des endroits propices à l'inscription de graffitis de tout temps. Et la Seconde Guerre mondiale malheureusement était riche en lieux de détention. Donc on a de nombreux endroits avec des graffitis. Ici c'est un exemple du camp d'Émile par exemple à Aix-en-Provence, où on avait des artistes là qui étaient enfermés et donc des graffitis assez riches, expressifs.
Donc moi, effectivement, j'ai travaillé sur les graffitis des internés au camp de Drancy à l'occasion de mon mémoire de fin d'études de l'Institut national du patrimoine. J'avais été sollicitée donc, par le service du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis. Le lieu, donc la cité de la Muette où étaient inscrits les graffitis, est en propriété de l'Office public des HLM de Seine-Saint-Denis. Voici donc la cité de la Muette, qui est un bâtiment assez exceptionnel datant des années 30. Comme vous pouvez voir, l'architecture est vraiment avant-gardiste pour cette époque. Donc c'était vraiment, pour l'époque, un projet important qui n'a pas été terminé. Et on voit ici notamment sur la droite le bâtiment en U qui n'était pas achevé et qui constitue un grand rectangle avec une cour centrale qui était vu comme un endroit de rassemblement, de vie, etc., et qui sera transformé en camp d'internement dès les débuts des hostilités. Et dès 1941, en fait, les premiers juifs raflés y seront enfermés. Donc le camp va devenir assez rapide, enfin dès 1942 et dès la mise en œuvre de la solution donc, finale, appelée solution finale donc, de déportation des Juifs, ça va devenir le camp de rassemblement, d'internement et de déportation vers Auschwitz. Donc là, on voit que la cour centrale est facilement réquisitionnée et transformée pour les besoins d'un carcéral. Donc là, vous voyez en fait les détenus dans les chambrées qui étaient les étages du bâtiment qui n'avaient pas été cloisonnés à l'époque et qui sont enfermés, entassés vraiment dans des conditions très mauvaises. Et on voit là sur la photo, c'est une photo qui a été prise de manière clandestine. Il semble qu'on distingue donc un portrait qui semble avoir été peint sur le mur. En fait, il faut savoir, comme le bâtiment n'était pas terminé, les parois qui donnaient sur l'extérieur étaient doublées par des carreaux de plâtre qui n'avaient pas été enduits encore ni recouverts. Et c'est sur ces carreaux de plâtre que de nombreuses inscriptions étaient retrouvées plus tard. Donc les internés inscrivaient des messages. On a de nombreux témoignages à ce sujet-là, en fait. Il y avait vraiment une sorte de rituel d'inscription de messages, en particulier avant les départs pour la déportation. À la Libération, ici, on a une photo qui nous montre qu'effectivement, il y a des graffitis, mais la photo n'est pas localisée, en fait, puisque très rapidement, dès après la Libération, le camp de Drancy retourne à un usage tout à fait d'habitation, en fait. Voilà. Dès 1948, on y reloge des personnes et il revient à son usage de logement social. Donc là, sur la photo de gauche, on y voit les détenus, les juifs enfermés pendant l'époque du camp. Et là, sur les photos que vous voyez en couleur, ce sont vraiment les photos actuelles. Actuellement encore, le camp de Drancy est un lieu de logement social. Donc en fait, la reconnaissance de la mémoire de Drancy et de la déportation est très progressive et elle est surtout due du fait des associations des familles des victimes qui, dès l'après-guerre, viennent un peu en pèlerinage. Puis ensuite, on a une sculpture d'un sculpteur juif donc commémorative. On a le wagon du souvenir qui est installé là, mais voilà, dans les années 70-80 déjà, pour aboutir quand même en 2012 à la commémoration donc des premières déportations et à la création du mémorial de Drancy en face du camp. Et donc en parallèle, voilà, c'est un peu dans ce contexte que la restauration des graffitis a été initiée, donc en 2009 seulement. C'est-à-dire qu'on a quand même des preuves, les graffitis avaient été observés à d'autres époques, mais à ces époques précédentes, voilà, le processus de mémoire n'était pas encore suffisamment enclenché pour que les pouvoirs publics s'intéressent à leur patrimonialisation. Et donc, à partir de 2009, on a des travaux qui sont menés sur une certaine partie du bâtiment et qui aboutit à la dépose des fameuses contre-cloisons qui donnent sur l'extérieur, là qu'on voit en fait, qui sont posées sur le sol. Donc ce sont des carreaux de plâtre
qui ont été recouverts ensuite donc, d'enduits et de tapisseries, c'est-à-dire que c'était vraiment les murs qui étaient présents dans les logements où habitent encore actuellement des personnes. Donc ces murs ont été déposés, donc environ 200 mètres carrés a été déposé, et la restauration donc, que j'ai menée à l'occasion de mon mémoire, c'était plutôt l'étude, et ensuite pour le compte du Conseil général pendant environ 6 mois, un peu plus de 6 mois. Donc ça a surtout constitué à retrouver les inscriptions cachées, recouvertes par les tapisseries et les enduits, donc posées après la guerre, et aussi par des badigeons posés déjà à l'époque du camp, déjà pour recouvrir ces inscriptions. Donc en fait ce travail de... Voilà, là je suis en train de dégager des inscriptions, de retirer les badigeons pour dégager les inscriptions. Là, la restauration est assez minimale finalement. C'est vraiment un travail de redécouverte, de remise à jour et de documentation, d'inventaire, qui va ensuite nourrir un travail d'historien donc, qui avait été mené au service du patrimoine par Benoît Pouvreau et qui a fait donc, par la suite des monographies sur le sujet. Donc les graffitis, c'est beaucoup de dessins là aussi, des portraits. Des symboles aussi, comme là la croix, une croix de David, et surtout donc des noms et des prénoms là encore, et qui s'inscrivent dans ce rituel de départ dont je parlais, puisque les personnes inscrivaient leurs noms, prénoms, et les dates d'arrivée et les dates de départ. Ça c'est vraiment quasiment systématique avec des petits messages qui permettent de comprendre aussi l'état d'esprit. Là, on voit destination inconnue, vive la France, mais des choses quand même assez simples quand même en général. Là, le graffiti de gauche est particulièrement intéressant d'un point de vue historique puisqu'il correspond à une date assez tôt donc dans l'histoire du camp, puisque la personne qui l'a inscrite appartenait au groupe des premières personnes internées à Drancy. Ensuite, ici, on a un message beaucoup plus long, sous forme de poème, d'une personne qui est restée anonyme, en fait. C'est uniquement ses initiales qu'il a laissées. Et là, pour le coup, voilà, c'est toujours quand même des messages très poignants. Donc, je ne lis pas le poème, mais... Voilà un peu aussi des exemples de noms, prénoms, de dates d'arrivée, de départ. Et donc ensuite, un travail important qui a été fait donc très récemment pour identifier tous les détenus. Et donc finalement, les carreaux donc, que vous voyez, c'est assez particulier puisque c'est des carreaux c'est des messages qui avaient été inscrits sur des murs, et qui finalement, ne pouvant pas être conservés ni restaurés dans leur contexte, puisque c'est toujours des habitations, le camp de Drancy, qui est redevenu la cité de la Muette. Donc les carreaux ont été déposés et ont rejoint les archives nationales. Donc sont là vraiment devenus des documents historiques et également des objets de mémoire, puisque là on les voit donc exposés dans la crypte du mémorial de la Shoah à Paris, et actuellement ils sont exposés au mémorial de la Shoah de Drancy. Suite à ça, donc j'ai été contactée pour étudier là plus spécifiquement les graffitis de la chapelle des fusillés du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Donc ça, c'est vraiment dans l'actualité, puisque c'est un travail que j'ai mené en début d'année avec une équipe de 2 autres restauratrices et qu'on va poursuivre qui va se poursuivre par la restauration. Donc le Mont-Valérien, c'est un site qui est propriété de l'État, qui relève du ministère des Armées. Et l'opération de sauvegarde, le projet a été mené par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Donc voici le site du Mont-Valérien qui se trouve à Suresnes, qui a une histoire assez ancienne. Il a été un lieu de pèlerinage au Moyen-Âge. Ensuite, une propriété privée avec une chapelle familiale. Et au 19e, il est racheté par l'armée.
et il devient le fort du Mont Valérien. Ici, vous voyez donc la chapelle des fusillés, qui était donc la chapelle familiale, qui est devenue ensuite une chapelle utilisée par l'armée. Et c'est dans cette chapelle, en fait, puisque c'est sur le site du Mont Valérien, en fait, que vont être exécutés l'ensemble, la plupart des otages qui seront faits par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et une partie de ces otages ont été enfermés dans la chapelle des fusillés. Donc voici l'intérieur de la chapelle un petit peu avant les années 2000 et tel qui devait déjà être à l'époque de l'occupation. Donc avec les murs peints en bleu. Vous voyez dans le fond de la chapelle, donc, qui constitue le chœur, qui était un petit peu surélevé, des sortes de cadres. Donc en fait, ce sont à l'intérieur de ces cadres, c'est ici qu'étaient inscrits les inscriptions, enfin les graffitis des détenus. En fait, les détenus étaient concentrés dans le fond de la chapelle, on pense, parce que c'est l'endroit où se concentrent vraiment les graffitis. Alors, le destin du Mont Valérien est assez différent de celui de la cité de la Muette, puisque dès l'après-guerre, il devient un haut lieu de la mémoire nationale, où est commémorée la résistance française face à l'occupation. Et dès 1960, le général de Gaulle y inaugure le mémorial de la France combattante. On voit aussi que les graffitis ont suscité un intérêt différent par rapport aux ceux de Drancy. Là aussi, dès l'après-guerre, on a des pèlerinages des familles qui viennent commémorer donc les disparus dans la chapelle. Et dès les années 50, oui, vous voyez sur la photo en noir et blanc des cadres avec des vitres qui sont posées pour protéger les graffitis. Donc là, déjà, on a vraiment une volonté de préservation, de conservation de ces graffitis. On a aussi de nombreux relevés, de nombreuses études qui sont faites sur ces graffitis. Et là, actuellement, vous voyez l'intérieur de la chapelle qui a été rénovée de nombreuses fois pour conduire d'ailleurs à quelque chose d'un peu bizarre, puisqu'on a un peu perdu l'aspect d'origine et on se retrouve dans un espace presque muséalisé, si on peut dire, et les graffitis apparaissent presque comme des tableaux, en fait, qui se détachent des murs de manière un petit peu artificielle. Donc voilà les graffitis, en fait. En quoi ils consistent? Alors, donc les internés écrivaient eux aussi leur nom et leur prénom. On a des similitudes avec le camp de Drancy, puisque les messages sont assez courts, mais on a les dates aussi, les dates de la disparition. Donc on a vraiment l'impression, comme à Drancy, que c'est un moyen à la fois peut-être un message qui est laissé pour leur famille, pour la postérité, et aussi un refus de disparition totale, peut-être, voilà, de laisser son nom, son identité sur le mur avant de disparaître. On a aussi plus de messages politiques, hein, évidemment, au Mont Valérien, où il y avait aussi des communistes. Donc, par exemple, on a Vive le Parti communiste, Vive la France, Vive l'URSS. C'était aussi des communistes qui étaient raflés comme otages. Et d'un point de vue de la conservation, donc puisque c'est moi ma problématique majeure en tant que restauratrice, on a aussi bien sûr des problématiques très différentes, puisqu'ici les graffitis sont conservés in situ dans une chapelle froide et humide, comme très souvent les petites chapelles de ce type. Et donc des graffitis qui se dégradent très rapidement malgré les efforts pour les préserver et les nombreuses campagnes, enfin les multiples campagnes de restauration. Donc mon travail avec mes collègues a consisté à réaliser une étude préalable de l'état de conservation de ces graffitis pour comprendre un peu quelles étaient les causes des dégradations et pouvoir mettre en place les moyens de leur préservation. Puisqu'ici, donc, la problématique est très différente. Le but est vraiment de conserver in situ les inscriptions, puisque le lieu aussi a une grande force d'évocation et de mémoire. Il est visité régulièrement, il fait l'objet encore de cérémonies, de commémorations.
mais c'est très difficile, la conservation in situ est difficile. Ce que j'ai pas dit, donc pour faire un petit bilan là-dessus, donc je vois que je suis assez en avance en fait, c'est que donc on avait eu un classement des graffitis de Drancy quand même dans les années 2000 et qu'il n'y avait pas eu de classement au Mont-Valérien. Alors ça peut être surprenant, je pense que c'est peut-être aussi pour le ministère de la Défense un moyen de garder une certaine indépendance par rapport au ministère de la Culture. Mais là, il y a une volonté maintenant de classer ces graffitis à la suite de la restauration qui va avoir lieu prochainement. Voilà, pour conclure, bon, c'est un peu une conclusion que j'ai déjà faite au fur et à mesure. Merci beaucoup Mélanie. Ce qui permettait, on a vu la recherche dans un premier point, comment on regarde les graffitis, et puis là on avait le point de vue d'une personne qui restaure, donc qui s'accroche à la matière et qui essaye de la faire apparaître. Il y a toute cette notion de disparition et de réapparition qui je pense est très intéressante, et de limite de la restauration où on est sur un trait de crayon alors que vous avez l'habitude, les restaurateurs, de travailler plutôt sur une matière plus épaisse, et là arriver à faire sortir ces traits de crayon, je pense que c'est très intéressant aussi, et c'est la limite de la thématique, de cette idée mémorielle du graffiti et de la trace qui peut être aussi, qui devient là un devoir de mémoire, puisque ce dépôt aux Archives nationales montre qu'on se pose toujours la problématique de quel graffiti a-t-on le droit de conserver, à quel endroit, comment, lesquels, pourquoi. Et je pense qu'une des phrases très jolies qui a été dite, ces graffitis sont devenus des tableaux. Et c'est vrai que dans cette chapelle qui s'est transformée en mur blanc, et finalement il n'y a plus que le fond des graffitis qui est bleu, même s'ils étaient presque invisibles sur ce bleu, ils sont sortis d'eux-mêmes par la restructuration de l'espace. Et ça me permet de faire la transition sur le street art, si je puis dire, dans le sens où voilà, le graffiti va devenir vraiment un tableau sur ce mur. Donc on a la chance d'écouter Stéphanie Lemoine, qui a bien voulu répondre à cet appel qui m'a été présenté par Dominique Harris, qui travaille au ministère de la Culture et qui s'occupe justement de l'art urbain, puisqu'on ne dit plus seulement street art, mais on parle plus d'un tout, de cet art urbain. J'espère pas trop me tromper dans la présentation. Donc, tu es journaliste à l'Œil et au Journal des Arts. Donc, on va avoir le point de vue plus d'une journaliste, mais qui intervient aussi dans diverses formations, entre autres à Paris 1, et qui permet d'avoir aussi ce rapport de transmission sur ses recherches. Et surtout, Stéphanie a publié plusieurs ouvrages, In situ en 2005, Activisme en 2010, j'aime bien la notion d'activisme, et surtout le Découverte Gallimard sur les graffitis, que je vous conseille, parce qu'il est très simple, très agréable et en même temps très fouillé. Donc ça permet d'avoir une idée, d'essayer de comprendre un peu ce street art qui veut dire tellement de choses sans qu'on sache vraiment pourquoi, et qui va nous parler plutôt de cette création du street art, son moment d'émergence. Ce dont je voudrais vous parler, donc, c'est du moment où le graffiti devient le graffiti, à partir d'une série d'hypothèses que je vais étayer ici. Alors, en effet, en français comme en anglais, le mot graffiti est devenu polysémique puisqu'il a deux acceptions qui, au fond, tendent à se distinguer. La première acception, c'est celle que vous avez évoquée, c'est-à-dire une inscription qui est tracée, souvent gravée d'ailleurs, en tout cas dans les graffitis que tu as présentés, pour laisser une trace, et donc un phénomène sans doute très ancien, puisqu'on atteste la présence de graffitis à Pompéi, à Rome, etc. Et puis, à partir des années 70, le terme graffiti a pris une autre acception beaucoup plus spécifique, qui ne concerne plus cette fois l'épigraphie, qui est l'étude des graffitis, mais qui concerne davantage le champ de l'esthétique, de l'histoire de l'art, de la critique d'art, etc., et qui désigne véritablement un mouvement esthétique très particulier, né sur les grandes métropoles de la côte Est aux États-Unis que sont Philadelphie et New York, et qui se marque par un certain nombre de critères. Le premier d'entre eux étant le caractère public de cette pratique, le fait qu'il s'exerce dans des espaces publics sans autorisation, ce qui fait qu'il a été très rapidement, on y reviendra, considéré comme un délit, comme du vandalisme,
et qui se marque par un travail particulier du lettrage, de la lettre, et un travail particulier sur des pseudonymes d'artistes. Alors, ce justement dont je voudrais parler aujourd'hui, essayer de distinguer, de discerner, c'est la manière dont on passe finalement d'une acception à l'autre et comment petit à petit, le graffiti, qui au départ ne se distingue pas vraiment du graffiti classique au premier sens du terme, va peu à peu devenir ce phénomène esthétique et va peu à peu, comme je le dis ici, s'artifier. Alors, pour revenir sur ce terme artification, qui est pourtant très clair, mais peut-être l'expliquer, c'est un terme que j'emprunte à une sociologue, Nathalie Heinisch, qui désigne par là le processus de transformation du non-art en art, résultat d'un travail complexe qui engendre un changement de définition et de statut des personnes, des objets et des activités. Voilà. Alors, ce processus est d'autant plus intéressant à analyser que les graffeurs eux-mêmes n'ont accepté que tardivement l'étiquette de graffiti, et ceux qui ont commencé finalement à s'affranchir du graffiti pour faire de l'art préférait au terme de graffiti, qui est un terme plutôt donné par les commentateurs, le terme de writing, qui avait l'avantage d'insister sur justement l'importance de la lettre et l'importance de ce travail de la lettre. Mais le terme de writing était lui aussi polysémique et pouvait donner lieu à des confusions puisqu'il peut référer à l'activité de l'écrivain. Raison pour laquelle finalement le terme de graffiti a fini par devenir le terme utilisé, employé à la fois par les artistes, par les journalistes, à la fois par les insiders et les outsiders, peut-on dire. Voilà. Alors mon hypothèse, c'est que ce qui permet finalement au graffiti de devenir un mouvement esthétique, c'est à la fois un contexte de production particulier et aussi un contexte de réception particulier, et c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant. Alors, du côté du contexte de production, donc comme je vous le disais, le graffiti, je ne sais pas comment, voilà, le graffiti naît d'emblée comme un phénomène collectif à Philadelphie et à New York. On voit ici à Harlem en 1966 sur cette photographie que les murs des quartiers, et particulièrement des quartiers déshérités de New York et de Philadelphie, sont à l'époque absolument couverts d'inscriptions. Et ici, on voit ces inscriptions qui sont au fond très banales, que rien ne distingue ni sur le plan typographique, ni sur le plan calligraphique, ni même sur le plan du contenu, puisque ce sont des prénoms, parfois associés au numéro d'une rue, qui permet de localiser la personne, le scripteur, celui qui écrit le graffiti, ici tracés à la craie, mais qui vont de plus en plus solliciter des outils d'invention récentes, que sont le Magic Marker, qui est commercialisé à partir des années 50 aux États-Unis, et la bombe aérosol, qui apparaît à peu près à la même époque, et qui est détournée très rapidement de son usage premier par les artistes, puisqu'au début c'est vraiment de la peinture industrielle qui sert à peindre en gros des carrosseries de voitures, et qui va petit à petit devenir l'outil privilégié des artistes qui vont pratiquer le graffiti. Donc ici on est vraiment dans un contexte tout à fait classique où le graffiti permet de laisser une trace, mais donc dans un contexte aussi marqué par une ségrégation très très forte, une ségrégation urbaine très forte, puisque les métropoles que sont New York et Philadelphie se reconfigurent totalement à l'époque à l'aune de plusieurs phénomènes, dont le white flight, donc l'exode blanc, qui marque le départ des centres urbains denses de la part des classes moyennes vers les banlieues, vers les suburbs, où les classes moyennes, grâce à la voiture, qui est vraiment l'objet de consommation de masse par excellence, vont pouvoir enfin goûter les joies du pavillon individuel avec jardin, etc. Et donc les centres-villes où se massent des populations, des minorités raciales que sont les Noirs, les Latinos, etc., vont devenir de plus en plus pauvres. Tout ça, en plus, s'accompagne d'un mouvement quand même de désindustrialisation à l'époque. Et donc, on va être face à des quartiers assez homogènes socialement et assez fracturés géographiquement, et d'autant plus que le fonctionnalisme, qui devient vraiment le modèle d'organisation urbaine à l'époque, va renforcer finalement cette division
division territoriale en ghettoifiant d'une certaine manière ces quartiers-là. Et donc, au milieu de ces quartiers qui sont complètement, qui sont vraiment en voie de paupérisation avancée, qui sont donc de plus en plus homogènes, divers types d'écritures apparaissent. Au premier chef, des écritures de gangs, puisque dès la fin des années 60, la déréliction en fait, de ces quartiers va entraîner d'importants trafics de drogue aux mains de gangs qui vont marquer leur territoire. Donc il y a d'abord un premier type de graffiti qui est vraiment très très présent sur les murs de ces quartiers-là à la fin des années 60, c'est le graffiti qui a vraiment cette fonction classique de marquage territorial. Ce qui est intéressant, j'y reviendrai, c'est que le writing, c'est-à-dire ce mouvement esthétique, en fait, semble à première vue recouvrir cette fonction de marquage territorial, mais dans les faits, absolument pas. Et au contraire, il se marque assez rapidement comme une échappée hors du territoire, raison pour laquelle il va d'ailleurs s'inscrire principalement sur des réseaux de transport qui vont permettre justement de sortir du territoire. Et je disais, il y a récemment une étude de 2 géographes qui, en 1974, ont vraiment essayé de cartographier les graffitis à Philadelphie. Et ils montraient que là où le marquage territorial des gangs était vraiment circonscrit à l'échelle du quartier, le writing, lui, constitue vraiment une échappée le long des grandes artères de transport, parfois jusqu'à des quartiers assez lointains. Et donc le graffiti writing va tendance à se déployer hors des quartiers pour justement conquérir ce qui devient aussi à l'époque une valeur dominante et qui l'est toujours, c'est-à-dire la mobilité. Voilà, donc pour revenir à ça, on a donc un premier état du graffiti qui est ce marquage territorial qui va aller croissant à mesure que des quartiers comme le Bronx, par exemple, vont connaître un véritable déclin économique, démographique aussi très important. On a évidemment les graffitis politiques très classiques dans un contexte de tensions politiques très fortes, d'opposition par exemple à la guerre du Vietnam, etc. Et on a aussi, qui émerge progressivement, une troisième forme de graffiti dont il est très très difficile de situer précisément l'émergence et qui apparaît comme un phénomène social, qui apparaît comme en gros un phénomène liant des adolescents entre eux et marquant leur appartenance à un groupe d'adolescents. Cette fonction-là du graffiti, elle est repérée dès la fin des années 60 par un pédagogue qui s'appelle Herbert Kohl. Alors je ne vous ai pas mis de visuel particulier, et qui écrit en 1969 un ouvrage qui s'appelle Names, Graffiti and Culture, où il raconte qu'un jeune homme vient le voir, qui s'appelle Johnny, qui est plus ou moins analphabète, et qui lui demande de lui apprendre à écrire dans le but précis, justement, d'apprendre à écrire sur les murs. Et au cours de leur leçon, à mesure que les semaines passent, Herbert Kohl se rend compte que les murs de son immeuble, les murs alentours, commencent à se couvrir d'inscriptions « Johnny as Johnny Cool ». Et il finit par tenser un petit peu son jeune élève en lui disant « Mais c'est toi qui écris ça ?» Et Johnny avoue qu'effectivement, c'est lui qui écrit ça. Et Herbert Kohl s'intéresse au phénomène et se rend compte que fleurissent dans son quartier non seulement des Johnny as Johnny Cool, mais tout un tas d'inscriptions qui mettent en équivalence, à travers ce as, un prénom qui est généralement le prénom donné par les parents, l'identité familiale, l'identité sociale, et un prénom associé déjà à des caractéristiques psychologiques, à un pseudonyme parfois, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure que les mois, les années vont passer, le as va disparaître pour laisser place au seul pseudonyme. On en voit ici, alors je vous donne un exemple très très célèbre qui est le Taki 183, qui est considéré par certains comme vraiment l'un des tout premiers writers, en tout cas à New York. Et là, Taki, c'est déjà le surnom, avec le 183 qui est le numéro de la rue. Voilà, donc finalement, donc au début, on voit qu'il n'y a aucune attention particulière qui est portée finalement au tracé de la lettre, et que ce qui compte, c'est finalement l'adoption d'une identité qui est une identité choisie et qui est une identité, comment dire, négociée avec les pairs, négociée avec d'autres adolescents. Et c'est vraiment de manière très incrémentale, petit à petit, que ce graffiti-là, qui est déjà en fait un élément constituant qui est le pseudonyme, va s'orner, et beaucoup
font l'hypothèse que cette évolution esthétique du graffiti, elle est très très liée à la médiatisation précoce du phénomène qui suscite des vocations, dans un contexte aussi où le graffiti marque un désir de visibilité très important, et aussi dans un contexte où des minorités politiques accèdent à la représentation. Notamment, on le voit à travers le muralisme qui connaît un essor spectaculaire à cette époque-là, après un creux pendant la guerre. Voilà. Donc, finalement, petit à petit, un nombre croissant d'adolescents, garçons comme filles d'ailleurs, et ça c'est très intéressant parce que dans les années qui suivent, le graffiti va considérablement se genrifier ou se genriser pour devenir une activité masculine et même virile. Et finalement, au début des années 70, garçons, filles le pratiquent, mais avec quand même ce souci de visibilité. Takis, en 83, a eu quand même les honneurs d'un article dans le New York Times en 1971, a suscité des vocations, et donc vont commencer à adopter finalement des éléments qui vont permettre de se distinguer dans une masse de graffiti. Premier élément, la couleur, et puis deuxième élément, on le voit avec Barbara 62 et Eva 62, le fait de contourer la lettre et de la remplir. C'est-à-dire qu'on voit la lettre devenir de plus en plus grande, finalement, se colorer et commencer à être un petit peu traitée comme un dessin. Et puis l'évolution très très rapide aussi qui va succéder à cette gloire de Takis, c'est le choix d'intervenir sur le métro, c'est-à-dire sur un support qui est un support mobile. Alors, ce qui est intéressant avec Takis en 83, c'est qu'il explique à la suite de cet article dans le New York Times qu'il n'est pas le seul à faire ça, mais que ce qui lui a valu l'attention des journalistes, c'est sans doute sa mobilité. Takis est un coursier, donc il a l'habitude de se déplacer à travers la ville de New York, et donc il conquiert comme ça une forme d'omniprésence qui forcément attire l'attention et qui lui vaut cette médiatisation précoce. Et dans son sillage, d'autres adolescents vont eux aussi choisir d'intervenir directement sur le métro parce que c'est précisément un support mobile qui aussi nie cette fracture territoriale dans laquelle se trouve plongé New York, et particulièrement les quartiers dans lesquels vivent ces adolescents-là. Voilà. Donc alors, on a des adolescents qui vont commencer à écrire à l'intérieur des trains sous forme de tag, donc vraiment une signature monochrome, très facile, très rapide à exécuter. Et puis petit à petit, ils vont conquérir aussi l'extérieur des trains, qui, vous le voyez à l'époque, sont rouges, avec vraiment un esprit de surenchère, d'abord sous les fenêtres des trains, mais toujours en contourant la lettre pour vraiment la traiter comme une forme déjà, en la stylisant. On voit ici quelques petits marqueurs stylistiques légers qui apparaissent, par exemple ici des étoiles, et puis on a une écriture bichrome, on choisit vraiment de remplir la lettre d'une couleur différente du contour. Et puis, à mesure que les adolescents investissent l'extérieur des trains, leurs écritures vont devenir de plus en plus grandes jusqu'à couvrir toute la surface des trains, avec donc ici un artiste qui s'appelle Stay High 149, et ils vont commencer aussi à solliciter des éléments qui sont extérieurs au lettrage. Ici on le voit un peu sur la droite, mais alors c'est pas très très lisible, la photo est un peu petite. On voit un personnage complètement stylisé sur la droite, à côté de l'écriture, qui n'est pas une création originale, mais qui est empruntée à la série Le Saint. Voilà. Donc c'est aussi, chez ces adolescents-là, une manière aussi de négocier avec un environnement qui est un environnement médiatique, à une époque où vraiment la télévision est vraiment en train de conquérir tous les foyers aux États-Unis, où on entre dans l'ère de la culture de masse, et ces adolescents-là vont se nourrir en permanence de ce fatras visuel, de cet environnement, en allant puiser aussi bien dans les comics que dans les dessins animés. Ce sont vraiment des adolescents, donc il y a aussi vraiment ce passage à l'âge adulte, ils sont à cette charnière-là, et donc ils vont aussi aller mobiliser le cinéma, les séries télévisées, enfin tout ce qui compose en fait leur environnement visuel. Alors, et puis on voit comment ici, donc avec un artiste qui est vraiment l'une des figures majeures du graffiti de cette époque aux États-Unis, Phase 2, comment petit à petit la lettre va devenir de plus en plus travaillée, de plus en plus contourée, avec ici des coulures qui apparaissent.
Voilà. Et puis donc ici, on est vraiment à la fin des années 70, et là, on voit comment le graffiti est vraiment devenu un phénomène extrêmement maîtrisé, avec des lettres qui sont traitées véritablement comme des formes, comme des dessins, qui sont mises en scène, ici dans une espèce de mécanique, avec, donc vraiment ici, on est à la charnière des années 80. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la manière dont les artistes, tout au long des années 70, vont peu à peu conquérir finalement le monde de l'art par la maîtrise de cet outil qui est la bombe à aérosol, qui en plus n'est pas à l'époque aussi facile à manier qu'elle l'est devenue aujourd'hui, et donc vont essayer vraiment d'apprivoiser cet outil pour éviter toutes les coulures, pour éviter voilà, tous les débordements, et vraiment essayer d'avoir les tracés les plus précis possibles. Voilà. Donc cette maîtrise de l'outil, elle est complètement achevée au début des années 80. Voilà, donc avec des artistes comme Dondi, par exemple, qui vont manifester à la fois une maîtrise totale de la typographie, enfin, du dessin de la lettre, et à la fois vraiment une capacité à orchestrer des compositions et à traiter véritablement la surface des métros déjà presque comme une toile, c'est-à-dire à vraiment la peindre intégralement sur vraiment ce qui est ici un wall car, et à faire, à faire ces toiles qui circulent d'un bout à l'autre de la ville. Voilà. Bon, dernier exemple ici. Alors ici, c'est donc des artistes comme Vulcan qui vont orienter, eux, carrément le graffiti vers l'abstraction, petit à petit, avec beaucoup l'influence de la science-fiction, d'ailleurs, et l'exemple le plus connu, le plus célèbre, étant Futura 2000, qui, lui, dès la fin des années 70, après avoir un petit peu voyagé dans le monde, etc., avoir découvert le monde, va vraiment s'affranchir du lettrage pour développer, finalement, des compositions abstraite, où son nom Futura n'apparaît plus que sous forme de signature de tag, mais la composition n'est plus le dessin de la lettre lui-même. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc on a une culture qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus raffinée, de plus en plus maîtrisée, et finalement qui devient véritablement un mouvement esthétique, parce que c'est une culture de la, une culture de la concurrence et de la visibilité. C'est-à-dire que c'est sans doute le besoin de visibilité, de conquérir une visibilité physique et médiatique qui va amener les pratiquants du graffiti peu à peu à essayer de développer un style propre, d'innover et vraiment de marquer de leur empreinte le mouvement. C'est aussi de cette manière-là que les artistes vont être amenés à prendre de plus en plus de risques, finalement à aussi transgresser les règles en s'introduisant notamment dans des dépôts de train, etc., pour acquérir le titre suprême, qui est le titre de King, dans un milieu qui est quand même très très hiérarchisé, et où on a toute une distribution finalement qui va du toy, l'artiste débutant qui ne sait pas très bien faire, qui ne maîtrise pas trop l'outil, au King qui lui à la fois est omniprésent, et fait énormément de trains, et en même temps a un style particulier, quoi. Donc le style fait partie intégrante de cette conquête d'une position dans la hiérarchie du writing. Mais là, on est du côté de la production. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe du côté de la réception et de voir comment le graffiti est considéré dès son émergence dans les années 70. Donc, je vous ai montré cet article du New York Times qui date de 71. Finalement, le phénomène du graffiti est dès son apparition, et avant même finalement qu'il ne devienne cet objet stylistique extrêmement complexe et extrêmement maîtrisé, il fait l'objet d'une double lecture. D'une part, la lecture des pouvoirs publics, du maire de New York, de la MTA, qui est la société de transport new-yorkaise, et qui vont finalement considérer le graffiti sous un angle uniquement répressif, essayer d'endiguer ce qui est perçu comme une espèce d'épidémie totalement incontrôlable, massive d'écriture sur le transport, et aussi comme un symptôme de la crise que connaît New York à l'époque, et donc vont à la fois effacer
ce qu'on appelle le bœuf, faire des campagnes d'affichage, développer des peintures pour que le graffiti soit plus facilement effaçable, enfin, donc déployer tout l'arsenal technique, juridique, de communication pour tenter de juguler le graffiti. Mais de l'autre côté, on a vraiment, dès le début des années 70, des journalistes, des écrivains, d'autres artistes aussi, qui vont regarder la pratique du graffiti avec un intérêt tout particulier et qui vont d'emblée considérer que le phénomène est un art. On a par exemple donc, un journaliste qui travaille au New York Magazine, Richard Goldstein, qui va même organiser un Taki Award pour primer le meilleur graffeur à New York. Ça, c'est vraiment dès 72-73. On a Norman Mailer aussi, qui va consacrer un essai au graffiti, The Face of Graffiti, dès 1974. Et on a des artistes comme Oldenburg qui vont considérer le graffiti comme un bouquet d'Amérique latine, et jusqu'à Keith Haring qui, à la fin des années 70, débarque à New York, voit les graffitis sur les trains et se dit il se passe quelque chose, c'est très intéressant, tiens, moi aussi je vais aller travailler dans le métro. Oui, et donc, je suis désolée, j'ai été très longue. Ce qui peut expliquer cet intérêt, c'est évidemment que le graffiti était déjà à l'époque artifié. Je pense évidemment à Brassai, qui d'ailleurs exposait au MoMA en 1957, et qui dans un contexte donc, des années 30, où les surréalistes, finalement, essayaient de déqualifier l'art et de montrer que tout le monde pouvait être artiste et que l'art n'était pas une activité séparée, réservée à une petite élite, Brassai a déjà montré à coups de photographie la beauté des graffitis et leur dignité en disant que finalement c'était l'instinct de survie de tous ceux qui ne pouvaient pas laisser leur nom à la postérité. Et c'est d'ailleurs en fait ces regardeurs qui vont permettre au graffiti de devenir le phénomène international qu'il est devenu, contrairement au Cholo par exemple qui se déploie à Los Angeles dès la fin des années 40 et qui est absolument présent dans certains quartiers de Los Angeles au même moment où le graffiti apparaît à New York et qui lui restera un phénomène totalement local qui ne connaîtrait pas du tout la fortune internationale du graffiti new-yorkais. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Parce qu'il faut que je conclue. Oui, donc aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur l'artification du graffiti, elle est pleinement achevée, tu en as parlé, il y a vraiment des expositions qui se montent sur ce phénomène. Mais juste pour conclure, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on assiste aujourd'hui par petites touches à une désartification du graffiti. Je pense notamment à un blog que je vous invite à aller voir qui s'appelle Graffitivre, qui a donné lieu à une publication d'ailleurs il y a 2 ans et qui recense des graffitis qui sont des graffitis sans aucune prétention artistique et qui valorisent ces graffitis précisément parce qu'ils sont dénués de prétention artistique. Et le site marque bien d'ailleurs sa différence avec le street art en disant nous, ce qui nous intéresse, c'est quand le graffiti n'est pas du street art. Le street art, finalement, c'est devenu prétentieux et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand le graffiti, justement, est un art modeste. Vous avez aussi le livre d'Yves Pagès, sur lequel je conclurai, qui est sorti assez récemment aux éditions La Découverte, qui s'appelle « Tiens, ils ont repeint » et qui, lui aussi, recense des graffitis, mais qui ne sont pas des tags, mais qui ne sont pas des graffitis à vocation esthétique et qui, justement, sont pour lui intéressants dans leur dimension poétique, textuelle et aussi dans leur modestie, dans le fait qu'ils n'ont pas vocation à être des œuvres d'art. Voilà. Merci beaucoup et merci pour cette conclusion en fait qui revient à ce début finalement et au fait que ces petits graffitis dans le château ou même en Italie ou dans les camps de Drancy, ces petites choses qui n'avaient pas de prétention artistique ont aussi une valeur et qu'aujourd'hui on a la possibilité de les rendre visibles. Alors je voulais juste reprendre l'idée d'apprendre à écrire pour écrire sur les murs, ça je trouve ça très joli. Peut-être ça pourrait motiver certains enfants à apprendre à écrire. Et puis aussi cette idée de la bombe aérosol qui permet d'aller peindre en ville comme les tubes de peinture avaient permis d'aller peindre dans la campagne, et bien là au contraire d'aller peindre en ville. Alors, je ne peux que vous remercier. Je voulais juste citer une thèse qui vient d'être faite, Julie Valin, donc que je ne connaissais pas, que Stéphanie m'a fait connaître, mais je trouve ça intéressant de savoir que c'est une thèse en sciences politiques, donc la science politique se pose la question du graffiti, qui s'appelle Une esthétique propre, la mise en administration des graffitis 1977-2017. Alors, est-ce qu'on mettra en administration ou est-ce qu'on protégera ceux du château de Fontainebleau ou d'autres monuments? Je ne sais pas. Merci de votre attention.